chers internautes, amis de Pêle-Mêle. Nous avons repris, comme vous voyez, nous sommes là aujourd'hui pour parler de certaines situations que nous vivons dans la communauté. Mais d'abord, vous savez que dans le panier de Pêle-Mêle, nous mettons tout dans notre basket. On parle de la beauté, on parle du mariage, on parle de la santé, on parle de la sexualité, on parle des actualités communautaires. Alors aujourd'hui, nous sommes avec le président des Ivoiriens de la diaspora, M. Jean-Basile. Je sais que je n'ai pas à vous le présenter. Nous allons lui donner l'occasion après de vous parler de lui-même. Et sans plus tarder, chers amis, restez connectés. Nous sommes live sur Facebook. Donc, si vous avez vos questions par rapport à ce qu'il va dire, écrivez, n'appelez pas, écrivez seulement, nous allons dire. OK? Restez connectés. À tout à l'heure. Voilà. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Pépita, Oui. Bonsoir à toute ton équipe. Oui, merci. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Merci. Voilà. Mais je voulais rectifier quelque chose avant qu'on ne commence. Tout à l'heure dans l'intro, tu as dit que je suis le président des Ivoiriens. Oui, le président sortant. Voilà, Voilà, pour ne pas qu'on dise que je suis encore en train d'usurper une fonction. Non, pas du tout. De Voilà. toute façon, ça allait sortir. Voilà. C'est l'ancien président, Voilà. le président C'est ça, sortant, voilà. pas tout à fait ancien, parce que c'était hier seulement son AG. Et nous allons, je n'en sais pas plus. Donc, il est là, les mots vont sortir de sa bouche lui-même. D'accord, bienvenue à Pêle-Mêle. Merci. Voilà, comme je l'ai signalé, Pêle-Mêle, il y a tout dans notre basket. On parle sans tabou. Il n'y a pas de problème. Même les questions que je ne pose pas, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. En tout cas, répondre. Merci beaucoup. Je pense que c'est un honneur d'être ici. C'est un honneur de parler aux Ivoiriens. Donc, les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Il n'y a absolument rien à cacher. Voilà. D'accord. Donc, sans plus tarder, je vous demanderai, Monsieur Jean-Basile, de vous présenter aux Ivoiriens connectés de la diaspora et même d'ailleurs. Alors, d'accord, merci. Je suis Jean-Basile Ngueta, je suis ivoirien qui vit ici depuis juin 2001 et donc marié, père de 2 enfants. Et en termes de profession, je suis dans l'enseignement, je coordonne un programme d'anglais comme seconde langue, ce que la plupart de gens appellent ce qu'on appelle ISOL. Voilà, ce qu'on appelle ISOL. Donc je le fais pour un groupe scolaire qu'on appelle Friendship. Okay. Et ça dure depuis environ 5 ans maintenant. Et bon, voilà un peu, je veux dire, puis bon, je suis le président sortant de l'Union fraternelle des Ivoiriens du DMV. Et j'ai aussi été à une époque le président des Amis. Donc voilà un tout petit peu ma présentation. Voilà. DMV, pour ceux qui ne savent pas, c'est Washington, D.C., Maryland, Virginie. Tous les Ivoiriens des 3 States sont... il est notre président. Il a été notre président. Voilà. Bon, on a déjà parlé de votre parcours académique, donc je ne vais plus vous poser cette question. Voilà. Qu'est-ce qui, Monsieur Jean, vous a motivé à être candidat des Ivoiriens quand on sait que être candidat des Ivoiriens, ce n'est pas chose facile? Ben, il faut dire que l'idée est venue en décembre 2018. Je m'en souviens très bien parce que à cette époque, mon frère m'avait rendu visite aux États-Unis. Il vit à Abidjan. Et je l'avais envoyé dans un restaurant. Et puis, bon, on avait trouvé un groupe de jeunes. On parlait comme cela. Et puis, j'ai dit, écoutez, aux prochaines élections, je vais me présenter. Donc, c'est venu sur, je vais dire, un coup de tête. Mais il faut dire aussi que par le passé, j'en avais parlé avec certains amis. Ça, c'était, je crois, courant peut-être 2016. Et beaucoup de gens me l'avaient déconseillé. Parce que, bon, pensant que lui, il y a trop de problèmes. Et tous ceux que j'avais approchés disaient que non, je pense,
Tu es bien là où tu es. Voilà, tu es bien là où tu es, faut pas te créer des ennuis pour rien. Cette affaire de UFI, ça ne marchera jamais parce que, bon, les Ivoiriens sont ce qu'ils sont. Le peu de considération que les gens ont encore pour toi, il va falloir travailler je veux dire, Préserver cela. préserver cela au lieu de tomber vraiment dans un panier à crabes. Et puis, le challenge était tellement alléchant, je me suis dit, bon, écoute, je pense que on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose là où on pense que beaucoup de gens ont échoué. Oui, Et puis, bon, c'est comme cela que j'ai constitué l'équipe. J'en ai parlé avec la vice-présidente sortante, docteur Sandrine Kouassi, à qui je vais dire je fais un gros coucou et dire merci une fois de plus pour vraiment sa vision aussi et puis tout son soutien dans ce parcours-là. Alors donc voici un peu, on avait pensé qu'à un moment donné, il fallait je veux dire, impulser une nouvelle dynamique à la communauté. Il fallait de nouveaux visages parce que c'est toujours les mêmes gens qui tournent autour de l'UFI. Donc il fallait un nouveau visage. Et donc c'est comme ça que nous sommes venus. Et puis bon, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Je pense que les Ivoiriens apprécieront, je vais dire, à différentes échelles, voilà, le travail qui a été fait. Voilà. Que moi, je sais par exemple que je vous ai connu en tant que président de Kakou Anoisé. Non, pas Kakou Anoisé. Kakou Anoisé, je crois que c'est une chanson de Wouya. Voilà, c'est une chanson de Wouya. Ok, non, bon, Anoisé. Anoisé qui veut dire la concorde, voilà. Ok, genre cohésion entre vous et tout. Et donc, je pense que c'est là que je vous ai vu la première fois et la communauté était très, très, très satisfaite de vous. Merci. Alors, je me suis dit, s'il venait, peut-être que ça allait changer un peu. Et puis, bon, voilà, quoi. Peut-être c'est ce qui vous a encouragé parce que déjà, ce que vous étiez en train de faire n'était pas mauvais. Pourquoi l'avoir quitté pour venir bon, vous savez, un peu régional, si je veux dire. Il y a que, vous savez, les choses viennent, c'est un peu comme quand vous mangez, la petite vient mangeant. Alors, quand nous sommes venus à la tête, je vais dire, de Anoisé, chez les amis, on a mis des structures sur place, je vais dire, des statuts, règlements. On a fait en sorte que on était juste une vingtaine de personnes. Et puis, bon, au fur et à mesure que le travail était concret sur le terrain, d'autres amis dans la région nous ont rejoints. Et ça a commencé, je vais dire, à faire écho dans la communauté. On a même reçu dans notre organisation des Ivoiriens qui ne sont pas forcément amis. Et donc, on s'est dit, bon, écoutez, si ça marche ici, peut-être qu'on peut offrir cette expérience aussi à la communauté. Et donc, voilà, il fallait, je vais dire, agrandir cette expérience. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Bon, vous le savez, ça n'a pas été un mandat vraiment facile au regard de la pandémie qui nous a vraiment cloué pour un an. Mais même dans la pandémie, je pense que nous étions sur le terrain. Parce que ce dont les Ivoiriens ont besoin plus ici, je veux dire, c'est l'information. Et donc, il fallait partir chercher la bonne information surtout pour mettre ça sur notre page Facebook. Donc, on a une page Facebook super, super dynamique. Et donc, je voulais saluer tous ceux qui ont contribué à animer cette page. C'est ce que nous avons essayé de faire. Bon, une communauté comme la communauté ivoirienne, ce n'est pas une communauté qu'on change en 2 ans, c'est quasi impossible. C'est un changement, c'est tout un processus. Je dirais toute la communauté, voilà, même dans la diaspora aussi, vaste, c'est pas évident. Voilà, et quels ont été les challenges les plus... Le challenge, il faut le dire, hein, et je pense qu'en 2 ans, on en a entendu beaucoup, on en a vu beaucoup aussi, c'est le fait que la plupart des Ivoiriens ne pourra pas en UFI. Ça, c'est clair. Et il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de flottement où je me suis dit, mais attends, c'est dans quoi je me suis embarqué là? Parce que il est de notoriété que l'UFI était dans un profond coma. Et ça, c'est dû au fait que bon, les gens ne cotisent pas. L'UFI existe vraiment lorsqu'il y a les élections. Là, on va chercher, on arpente toute la ville, toute la cité, on va chercher les gens partout, les gens viennent. Dès qu'ils finissent de voter, vous restez avec un petit cercle de gens, des amis que souvent vous allez, je vais dire, comme on le dit, je vais dire, des amis que vous allez poursuivre. Non, paie ta carte. Et donc, vous avez, nous,
on a eu comment, sur près de 500 personnes qui sont venues voter, on a eu seulement que 50 personnes. Et même avec 50 personnes qui avaient leur carte, quand vous demandez aujourd'hui dans l'histoire de l'UFI, c'est vous qui avez réussi à avoir 50 cartes. Parce qu'en général, c'est ça. Alors que pour une organisation comme l'UFI qui n'a pas de budget, qui souvent, on va le dire, raquette les autorités qu'elles sont de passage, parce que c'est le lieu de le dire, oui, voilà. Oui. Raquette les autorités de choses qu'elles sont de passage pour pouvoir animer ces activités, c'est quand même assez douloureux. Maintenant, je pense que ce que nous avons fait, on a pu établir une certaine confiance entre nous et la plupart des Ivoiriens, de sorte que, bon, mais les gens se disent, non, écoutez, la présidence, vraiment, ça je le dis par rapport au feedback que nous recevons de la communauté, que vous avez essayé, comme on le dit, to the best of our ability. Donc, je pense qu'il y a une certaine confiance qu'on est en train d'établir maintenant avec la communauté. Et puis bon, si éventuellement on devait continuer le travail, bon, je pense que les 2 années à venir seront mieux que celles que nous avons passées. Ça a été vos plus grands challenges? Le plus grand challenge, c'était d'abord la Covid. Non, il y avait ça, mais ça c'était un contingent qu'on pouvait gérer autrement parce que nous était vraiment préparé à cela. Et la confiance aussi. Il y a la communauté elle-même, son dynamisme, c'est-à-dire que le regard que la communauté porte sur l'UFI, c'est ça le challenge. Il y a eu le fait que, je vais dire, beaucoup de gens s'éloignent de cette organisation-là. Et puis maintenant, c'est même la cohésion entre les Ivoiriens. Bien qu'on ait organisé, je veux dire, une conférence sur la cohésion sociale et puis la solidarité communautaire, à la base, c'est que l'UFI, il y a des problèmes de personnes. Ça il faut le dire. Les antagonismes sont légion et c'est des personnes, c'est des gens qui trimballent des problèmes depuis des années et qui, manifestement, quand vous devenez président, chacun cherche à tirer le drap, à vous tirer de son côté. Et lorsque vous restez droit dans vos bottes, et puis vous êtes à équidistance, n'est-ce pas, des groupes, vous devenez forcément la cible des uns et des autres. Et donc, c'est un peu cela. Donc, les gens veulent, c'est une guerre de procuration. On veut utiliser, n'est-ce pas, le président pour pouvoir détruire d'autres. Moi, je ne fonctionne pas comme cela. Et donc, bon, j'ai issu des colibés. Bon, écoutez. Quand c'est comme ça, ça devient. Voilà, justement. Okay, on devient la balle de ping-pong. Exactement, parce que on veut nécessairement vous avoir d'un côté pour pouvoir détruire l'autre côté. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, il y a eu quelques, je veux dire, ces crises-là aussi qu'il fallait gérer. On est resté droit dans nos bottes, mais pour dire que il faut pouvoir se sublimer, il faut que les Ivoiriens arrivent à se surpasser et puis ne pas envoyer dans l'UFI, je veux dire, des problèmes de personnes, des problèmes c'est un truc communautaire. Exactement, un tel a détourné de l'argent, un tel a fait ça. Je pense que à un moment donné, il faut pouvoir tourner la page. Je pense que pour venir faire un service communautaire, on ne pense pas d'abord à l'argent que les autorités donnent ou bien qui ont détourné, parce que quand on prend l'engagement de venir aider sa communauté dans un pays comme les États-Unis, la diaspora, on sait quels sont les problèmes que nous avons. Donc on cherche à résoudre d'abord les problèmes des gens au lieu de penser à l'arrivée des autorités ici pour nous donner. Parce que quand tu approches cette thématique-là, on sait que pendant tout un an, aucune autorité n'a fait le voyage. Et puis, on a rencontré plein d'obstacles, les décès, beaucoup de choses. Ce challenge-là aussi était un peu plus... était aussi grand, non? Bien sûr. Il faut dire qu'en temps normal, c'est nous qui devons envoyer l'argent. Je veux dire, c'est-à-dire que cette affaire d'argent devait faire le voyage contraire. Malheureusement, peut-être que c'est aussi depuis le temps de Fauboigny, chaque fois que les autorités passent dans un pays, bon, il y a toujours, vous savez, Fauboigny, qu'à douter ses enfants à tout moment. Donc c'est une culture ivoirienne. C'est une culture ivoirienne où on pense que chaque fois qu'il y a une autorité qui est de passage, elle a l'obligation, n'est-ce pas, de laisser une enveloppe. Et donc, nous sommes devenus tous des gros enfants qui tendons la main à tout moment. Et je pense qu'il faut changer, il faut changer cela parce que c'est l'argent du contribuable qui est à Abidjan.
qu'on prend pour nous donner ici, alors que nous ne payons même pas les taxes à Abidjan parce que nous sommes aux États-Unis. Nous payons les taxes aux États-Unis. Bon, pour ceux qui, pour la plupart, bon, ceux qui ont des business à Abidjan, éventuellement, ils paient les taxes à Abidjan. Mais nous avons eu la chance de venir. Donc, c'est nous qui devions, un peu comme toi, déjà, tu le fais avec ton organisation, où tu envoies la main tendue, tu soutiens, je veux dire, des populations qui en ont besoin à Abidjan. C'est ce qu'on aurait pu faire. Mais malheureusement, comme je le dis, il y a cette culture de la main tendue qui fait qu'on pense que chaque fois que les autorités sont de passage, il faut qu'ils laissent une enveloppe. Et ça, il va falloir vraiment changer cette façon de faire, de sorte que l'UFI puisse exister d'elle-même, nonobstant le fait qu'elle ait une autorité de passage ou pas, qu'elle-même elle puisse, je veux dire, compter sur ses propres ressources. Tout à l'heure, vous avez parlé des funérailles. Oui, c'est vrai que de mémoire d'Ivoirien qui vit aux États-Unis, ça a été peut-être l'année la plus catastrophique dans notre communauté. Nous avons perdu beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de malades et à tout moment, il fallait que l'UFI soit là pour pouvoir, comment on appelle ça, apporter assistance aux Ivoiriens. Parce que notre mission aussi, quand vous regardez dans le préambule de l'UFI, c'est aussi apporter d'aider. Voilà. Et donc, il y a eu des moments où, bon, écoutez, les membres du bureau, et ça, il faut les féliciter, ont dû cotiser. Il y a eu un cas patent où on allait voir un malade et il n'y avait pas d'argent. On dit, bon, donnez ce que vous avez. On a collecté cela, on allait remettre à la dame, à la famille, pardon. Et ça, c'est des gens qui prennent de leur temps, qui prennent de leur, qui laissent leurs enfants. Mais c'est le sacerdoce, c'est un sacerdoce, c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Voilà, et donc, c'est pour cela que je voulais... je voulais dire, c'est le mot qui me manquait, le service communautaire, c'est un sacerdoce. Voilà. Et je voulais préciser quelque chose, parce que la main tendue, par exemple, nous, quand on a donné la main tendue, c'était pas de tendre la main pour qu'on nous donne. C'était de tendre la main à ceux qui sont en bas, d'essayer de les élever un peu, de les guider. En termes de service communautaire, il ne faut pas toujours tendre pour qu'on te donne. Si tu en as, essaie d'élever celui qui est. Et dans l'UFI, je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Quand un est en train d'évoluer, il faut le pousser à monter que de le tirer par les pieds et le descendre. Voilà, dans la communauté, je sais, j'ai été dans une présidence... tu es encore dans la communauté, donc on voit ce que tu fais. Mais en fait, donc je vois un peu ce que c'est. Voilà. Mais un autre... au cours de votre présidence, vous êtes allé en Côte d'Ivoire pour le forum de la diaspora et vous avez rencontré beaucoup d'autres présidents communautaires aux États-Unis et même de l'Europe et tout. Dites-moi un peu comment cette aventure s'est passée, la rencontre. Est-ce que c'était les mêmes critiques, c'était les mêmes choses, il y avait des points communs dans la... Non, je pense que ça a été une très belle expérience et c'est le lieu aussi de dire merci à nos autorités qui, de temps en temps, mais chaque 2 ans, essaient d'entendre la voix de la diaspora. Je pense que c'est important, ça montre que les autorités se préoccupent de cette diaspora-là. C'est pour ça qu'ils ont institué ce qu'on appelle le forum de la diaspora. Alors donc, en 16 juillet 2019, nous avons porté la voix de la communauté du DMV à ce forum-là. La bonne chose, c'est qu'il y a eu cette dynamique entre nos présidents qui sont rencontrés là-bas. Et ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des présidents dans nos États sont de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes. Donc, il n'existe aucune compétition entre eux, entre nous par exemple, de sorte qu'au sorti après 3 jours de travaux à Abidjan, lorsque nous sommes rentrés, on s'est appelés les uns les autres et puis on s'est dit, bon, écoutez, comment est-ce qu'on met sur pied une organisation de sorte qu'on arrive à échanger en termes d'expérience, qu'est-ce qui marche au Texas, qu'est-ce qui marche par exemple à New York, qu'on peut implémenter ici, et puis ne pas, avoir seulement des organisations morcelées. Alors donc, on a mis sur pied ce qu'on appelle le Conseil de la diaspora ivoirienne, le CDI, et pour le moment, nous sommes en train de travailler un peu sur les statuts et règlements, mais aujourd'hui, c'est une plateforme où il y a 17 États aux États-Unis, c'est 17 présidents qui se parlent au moins une fois par mois. On a nos réunions, on se parle. Et au final, c'est de mettre sur pied une organisation supra qui
coiffe tout ce qui est UFI, Uni à New York, machin, et qui, je vais dire, dans laquelle les Ivoiriens se reconnaissent. C'est régional. Exactement, voilà. Donc une organisation fédérale, et voilà, une organisation fédérale au niveau des États-Unis. Et donc, quand l'idée est venue, nous sommes partis voir la première autorité, son Excellence Mamadou Haïdara, l'ambassadeur. Et puis il a trouvé que c'était une idée brillante, donc on nous a demandé d'aller travailler. Et donc nous sommes vraiment en labo, on travaille, et c'est le lieu de dire que s'il existe des présidents d'associations d'Ivoiriens qui n'ont pas encore rejoint le CDI, ils peuvent toujours prendre contact avec nous. Moi, mon numéro de téléphone, c'est 301 377 84 68. Email, c'est jbngeta@icloud.com. Donc, ou bien, bon, laissez un message, je vais dire à Pépite, on pourra vous donner. Donc, nous invitons tous les Ivoiriens dans les autres, par exemple, North Carolina, on a Californie, Texas. Texas, on a 2 présidents là-bas qui sont là. On a 2 présidents, pourquoi? Parce que la ville est trop grande. Oui, Texas, c'est tout un pays. Texas, donc on a un président à Houston, Kevin Foley Kwasi, que je salue ici. Et puis on a un président à Dallas. Voilà. Donc Texas est tellement grand qu'une seule personne ne peut pas vraiment voyager, parce que c'est comme si vous demandez à quelqu'un d'ici de partir d'ici peut-être vers Delaware, quelque chose, ou bien peut-être même à New York, parce que c'est un grand. Donc voilà, on a 2 présidents là-bas. On a le président de la Floride. Donc, comme je le disais, c'est un peu ça. Et ça, c'est aux États-Unis. En dehors de cela, il y a une plateforme sur laquelle tu es aussi, où on a d'autres présidents. Voilà, justement, France, Angleterre. Voilà. Donc, les Ivoiriens se mettent ensemble et réfléchissent ensemble. Par exemple, vous avez vu quand la dame, notre amie qui est en France, a dit que non, les femmes en France se sont mises ensemble et elles sont parties voir une promotion immobilière. Et voilà, pour la première fois, 600 femmes ont toutes eu des maisons à Abidjan. La banque leur a demandé, lorsqu'on avait échangé, la banque avait demandé un dépôt de 200 000 euros qu'elles ont déposé. Vous pensez que 600 personnes ici aux États-Unis ne peuvent pas, 600 Ivoiriens ici, regrouper ça pour qu'on est chez nous à Abidjan, voilà, quand on entre. Voilà. Et ça, c'est une association ivoirienne. Je crois que c'est la présidente, c'est Annie. Annie, voilà, justement. Voilà. Annie. Au passage, bonjour Annie et bravo. Exactement. Pour ton... Donc, voici des expériences concrètes qui a marché avec une association des femmes. Alors, donc, ça veut dire que si nous ici, on n'a même pas besoin comment on appelle ça, de refaire la roue. Tout ce qu'on fait, c'est de rentrer en contact avec elle. On dit, bon, nous aussi aux États-Unis, on a 200 000 $, on veut passer par le même cheminement avec la même banque, et puis on a nos maisons à Abidjan. Mais ça veut dire que voici des propositions concrètes, voici des choses. Au lieu de nous embarquer dans ces choses-là, c'est des problèmes de personnes, c'est la diffamation, c'est des critiques. En fait, on perd de vue l'essentiel. On perd de vue l'essentiel dans de petites choses qui n'en valent même pas la peine. De petites choses, de petites querelles de personnes pour rien. Alors donc, voilà un peu, je veux dire, ce que nous avons retenu au sorti de ce forum-là. Il y a une vraie convivialité qui s'est créée entre présidents et je pense que c'est une expérience qui est... Ce qui a applaudi d'ailleurs parce que bien d'autres avant vous ont essayé de faire cette fédération-là. Ils n'ont pas pu. Déjà, s'il y a une communication entre vous, je pense que ça pourra un jour aboutir à la fédération. Non, on va y arriver parce que ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous nous sommes dit que même, c'est-à-dire que le CDI, le Conseil ivoirien de la diaspora, c'est d'abord les présidents, comment on appelle ça, qui sont actifs, tout comme les présidents sortants. C'est-à-dire que moi, par exemple... Oui, les présidents sortants peuvent se présenter. Voilà, s'ils le désirent, ils peuvent toujours faire partie du groupe pour pouvoir apporter leur expérience communautaire. Bien sûr. Et tous les nouveaux présidents élus dans les États aussi, qui le souhaitent, peuvent adhérer au CDI. Donc, ton mandat peut finir, mais tu es là pour aider les gens à mettre sur pied cette organisation-là. Et comme je le dis, c'est quand même 17 présidents qui se regroupent chaque mois pour parler, c'est pas petit. J'ai participé une fois à votre Zoom. Exactement. Pour la première fois aux États-Unis, pour compléter, bien pour mettre, je vais dire, donner un exemple. Voilà.
Lorsque nous avons fait je crois que c'était en septembre l'année dernière, lorsque nous avons fait la conférence sur la cohésion sociale, j'avais invité tous les autres présidents à venir assister à la conférence. Donc ils étaient connectés avec nous. Et lorsqu'on a fini, ils ont dit, mais attendez, si ça marche, en fait la conférence était bonne. Les panélistes étaient bons, en tout cas les questions étaient choses. Donc la conférence en elle-même, elle était bonne. Et donc on s'est réunis, ils disent que bon, ce que le président des Ivoiriens de Washington vient de faire, je pense qu'on peut le faire à l'échelle fédérale. Donc on s'est mis ensemble, on a pris le même thème, on a changé quelques panélistes et on a fait ça pour que le même message de cohésion puisse passer dans 17 États et au-delà. Et donc c'était une première fois où 17 présidents venaient ensemble pour parler de cohésion. Voilà. Alors donc voici un peu, je veux dire, des petites choses qu'on a faites sans tambour battant, mais qui ont laissé quand même quelques petites traces. Ok, merci. Vous avez fait beaucoup de choses et continuez de faire. Bon, merci, je vous en prie, on a essayé. Oui. Bon, on aurait appris que c'est vrai que vous êtes président sortant, mais vous avez encore l'intention de vous présenter, vrai ou faux? Bon, je pense qu'à la demande générale, si on peut le dire. Donc vous êtes sollicité. Voilà, il faut et c'est le lieu de féliciter, enfin de dire merci aux Ivoiriens. Il y a beaucoup de gens, on reçoit beaucoup de fil pour dire que la graine que nous avons plantée, il ne faudrait pas laisser mourir. Il faut absolument faire quelque chose. On ne peut pas changer une communauté en 2 ans. Un changement, c'est tout un processus. Alors donc, on pense que pour ceux encore qui ont des critiques objectives, nous disent que bon, on pense que vous avez essayé et il serait bon de continuer. Alors donc, pour, n'est-ce pas, je veux dire, satisfaire à cette demande des Ivoiriens, on leur a dit que bon, éventuellement, on va continuer. Alors donc, maintenant, quand vous demandez à quelqu'un de continuer, ce n'est pas de le laisser les choses, je veux dire, en bon chemin. C'est-à-dire qu'on continue, on travaille ensemble, parce que l'UFI, vous n'allez pas demander à un président, bien à un vice-président de prendre son salaire pour, je veux dire, comment on appelle cela, pour participer à des funérailles ou bien organiser, je veux dire, des manifestations. C'est-à-dire que nous avons appris pendant 2 ans de nos erreurs, ce qui n'a pas marché, et donc cette fois-ci, je veux dire que il faut une implication agressive. Je pense qu'il faut penser, moi je suis allée exprès assister à une réunion communautaire des Camerounais et le président, la communauté camerounaise travaille avec une compagnie d'assurance et tous ceux qui sont comment on appelle ça, inscrits, ont souscrit à cette assurance. Et cette assurance-là paye les funérailles, quel que soit l'endroit où vous voulez être enterré, si c'est dans votre pays, si c'est ici. Je pense que vous devez considérer cela aussi. Et les autres, on ne parle pas des funérailles seulement parce qu'il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi plein de choses. Mais généralement, quand c'est pour les mariages, on ne demande pas à l'UFI de venir cotiser. L'UFI est invité en tant qu'invité. On appelle l'UFI quand on est en face des problèmes auxquels nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes et dont on a besoin de toute la communauté. Bon, si on avait une assurance comme ça pour toute la communauté, je pense que cela allait être avantageux pour beaucoup et alléger je pense que le travail de l'UFI. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, ce que vous dites revient de plus en plus dans la communauté. Je pense qu'en une semaine, vous êtes peut-être la 3e personne, la 4e personne qui le dit. Hier même, à l'Assemblée Générale, quelqu'un avait mentionné cela. Pour dire qu'il existe beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui pensent qu'il est nécessaire de mettre sur pied une assurance. Un peu comme l'exemple des Camerounais que vous avez donné. C'est ce qui revient de plus en plus parce que bon, c'est une communauté qui est proche de la nôtre. Et donc, pour les informations que j'ai concernant ce qu'ils ont mis sur pied, et au début, c'est un groupe de personnes qui a souscrit une assurance. Donc, comment on appelle ça, les souscriptions, avaient tourné autour de, comment on appelle, je crois, $100, quelque chose comme cela. Mais puisque aujourd'hui, c'est une organisation, ou bien une organisation qu'ils ont mis sur pied, qui est au-delà de Washington DC, c'est-à-dire que c'est tous les Camerounais qui sont aux États-Unis.
régional, voilà, pour ne pas dire fédéral, de sorte que aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt, la cotisation ne dépasse même pas 3 dollars, parce qu'on parle de peut-être 4000 personnes. Vous voyez? Et je crois que c'est autour de 10 000 dollars que l'assurance, qu'on déverse. Voilà, exactement. Et quelqu'un même en avait parlé hier, c'est le docteur Kouassi de Baltimore, qui avait donné pareil exemple en ce qui concerne une autre organisation qui se trouve, dont le siège est au Canada. Donc il y a des Ivoiriens qui sont imprégnés de ce que d'autres communautés font et que ça marche. Et donc je pense que ce sont des propositions concrètes qui seront faites dans de prochaines assemblées générales où ceux qui sont prêts à embarquer dans un tel système, s'inscrivent, on met un comité de gestion de cet argent pour ne pas que l'UFI ait vraiment... Quelqu'un de l'UFI peut être dans ce comité de gestion-là, mais il faut que ça soit géré par ceux qui ont souscrit à cette assurance. Ouais. Voilà, je pense que... Parce que quand même, l'UFI est maintenant une ONG, exactement. Donc ces avantages-là pourraient... Voilà. Surtout qu'on a aussi des brokers d'assurance ici, genre Monsieur Christian Durand et bien d'autres. Si vous avez besoin de conseils, je pense qu'ils sont mieux placés pour donner des conseils à la communauté et puis nous diriger aussi. Why not? Voilà, mais il faut qu'il soit réélu. Pour ajouter juste, apporter un additif à ce que vous voulez dire, je vais donner un exemple qui se passe dans notre communauté chez les Agnés. Chez nous, lorsque vous... à Noiselle. Et je pense que, comment on appelle ça, tous mes frères et mes tantis, mes tontons d'Anoiselle vont m'excuser, mais bon, si je dévoile cela, c'est parce que ça marche. Non, mais ce qui marche est toujours un exemple pour les autres, je pense. Chez nous, il y a, quand vous perdez votre papa ou bien votre maman, c'est 1000 dollars qu'on vous donne. Quand c'est un frère ou une soeur, c'est 700 dollars. Nos cotisations mensuelles, c'est 20 dollars. Mais les 1000 dollars qu'on décaisse, nous sommes autour de 40 personnes en ce moment. Bon, disons, parce que bon, on va pas ramener, mais environ 40. Donc les 1000 dollars qu'on sort de la caisse pour payer, pour donner à la personne qui a perdu, je veux dire, son parent, les autres membres se cotisent pour remplacer ça immédiatement. On appelle ça les cotisations exceptionnelles. Donc ça revient à peut-être 22, 23 dollars très souvent à chaque membre, pour remplacer les 1000 dollars. Donc voilà comment nous on fonctionne. Pour ne pas que la caisse soit vide. Donc quand on décaisse dans les souvent 24, 48 heures, on fait en sorte qu'à la fin du mois, on dit bon, écoutez, voici les cotisations exceptionnelles, et puis chacun perd. Donc je pense que c'est un petit modèle qui marche, et donc il faut pouvoir penser, comme vous avez dit avec les Camerounais, quel est leur modèle, qu'est-ce que, au regard de leur modèle, est-ce que cela est applicable? Parce qu'il faut pouvoir recopier les choses en tenant compte aussi de nos réalités ivoiriennes. Est-ce qu'on pense que non, c'est quelque chose qui est ici aux Ivoiriens? Et puis bon, on verra quoi. Mais de plus en plus, je pense que c'est une idée qui revient dans la communauté et les Ivoiriens savent qu'il y a ce besoin-là. Nous, en 2 ans, en termes de participation dans les funérailles, c'était 1600 dollars. Les 100 dollars ici, les 50 dollars ici, on a dépensé 1600 dollars. On a fait je vais dire, l'Assemblée générale, on a présenté 1600 dollars qu'on a. Mais où on gagne où est-ce qu'on prend cet argent? C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, quels sont les projets pour l'avenir maintenant bon, écoutez, que vous avez déposé le tablier de la présidence? Aimeriez-vous continuer à cette... vous avez dit oui, répondez à ma question. Maintenant, quels sont les projets? Les projets... Que vous voulez proposer que vous n'avez pas pu... Bon, je pense que d'abord il y a les projets personnels, et puis bon, les projets en ce qui concerne la communauté, je pense que on doit pouvoir design, je veux dire un programme d'action ensemble, parce que il faut pouvoir vraiment répertorier les priorités. Aujourd'hui, par exemple, c'est quoi les priorités des Ivoiriens? Vous avez parlé de l'assurance. Si, par exemple, ça c'est une priorité et qu'on fait un survey, on disait un survey, on dit quelles sont les priorités de la communauté et qu'on arrive vraiment à établir les priorités. Quels sont les moyens qu'on se donne pour résoudre ces priorités-là et comment est-ce qu'on évalue cela? Si on arrive à faire cela, je pense que
on ne va pas sortir après 2 ans dire que non. S'il a échoué, c'est sa responsabilité, je veux dire, individuelle, alors que nous avons conçu quelque chose ensemble. Donc, ça veut dire que à chaque fois on se retrouve, on fait le bilan et on voit où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché. Si on le fait, je veux dire, de façon collégiale, je pense qu'on va arriver à des résultats probants. Et donc, bon, maintenant, en termes de, je vais dire, projet personnel, bon, j'ai bien envie de repartir à l'école. Je m'étais inscrit, j'ai jamais pu, comment on appelle ça, continuer les cours de doctorat. Finir le doctorat. Voilà, donc... en politique, pas? Oui, en fait, pour dire que moi, je suis vraiment un accident dans le domaine de l'enseignement, hein, parce que ce que j'avais évité à Abidjan, ça m'a rattrapé aux États-Unis. Bon, moi j'étais à la faculté d'espagnol, et donc quand j'avais fini, je devais aller à l'INS, passer le concours de l'INS, et puis aller enseigner. J'ai dit non, non, moi je ne peux pas aller enseigner. Ça c'est pas mon truc. Et donc je suis venu aux États-Unis. Bon, maintenant je suis confronté à la réalité ici. Il fallait, voilà. Et donc, je suis rentré dans l'enseignement je veux dire aussi, que quelqu'un m'a aidé à rentrer. Et puis, bon, j'ai trouvé que, bon, c'était pas mauvais comme travail, mais je n'ai pas perdu de vue l'objectif pour lequel je suis venu. En fait, j'étais venu ici soit pour faire un diplôme médiation, en diplomatie, ou bien c'était diplomatie, résolution de conflits, ou bien international, comment on appelle, affairs. Et donc, après avoir tourné un peu, bon, j'ai dit, bon, écoutez, je suis venu ici pour aller à l'école, il faut que je parte à l'école. Donc, j'ai fait un master en diplomatie. Et donc, c'est là que j'ai fait la connaissance de votre cousin ou neveu, docteur Idriss Koné. Et donc, qui ont fait un coucou au voilà, passage. justement, donc je pense qu'il faut retourner, et puis on fait des choses pour la communauté. Mais à la fin de la journée, il y a aussi, je veux dire, des objectifs personnels qu'il ne faut pas noyer. Ça peut se faire concomitamment, mais tout dépend aussi souvent d'une certaine organisation. Mais on verra. Mais voilà un peu ce que je peux dire par rapport au projet. Merci beaucoup. Vraiment, j'espère que vous avez été satisfait de notre interview. Je ne sais pas s'il y a des questions que d'autres personnes ont posées. Nous allons regarder pour voir s'il y a quelques questions et qu'est-ce que vous dites aussi de cet entretien. Et puis, avant de partir, on a dit que c'était pêle-mêle, il y a un peu de tout. Donc, on va quitter un peu cet objectif et puis rentrer un peu dans le... Au début, quand j'ai demandé au président, il m'a dit qu'il était marié. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'il a rencontré son épouse et comment ça se passe, si ça a été facile, parce que il a dit en Afrique, c'est pas ce qu'il avait étudié et tout ce qu'il voulait faire. Quand il arrivait aux États-Unis, le plan a changé. Dites-nous un peu. C'est justement tous ces problèmes-là qui font que on essaie de vivre en communauté ensemble, parce que le rêve que nous avons là-bas, quand nous arrivons à l'étranger, ce rêve est totalement chamboulé. Pas que c'est pas possible, mais c'est pas l'immédiat. C'est pas dans l'immédiat. Dites-nous un peu. Bon, oui, c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que je suis marié. Bon, mon épouse, ça va quand même surprendre. Hein. Moi, je connais mon épouse depuis qu'elle était en seconde. On habitait le même quartier. Oh là là. Voilà. On était à Cocody Danga ensemble. Donc, elle était juste à, je pense, à 100 mètres. Non, c'était ma voisine en fait. Voilà, c'était ma voisine. Il a dindé la petite jusqu'ici. Non, c'était ma voisine. Et son oncle était mon meilleur ami. Okay. Ah bien, c'est mon meilleur ami, puisqu'il est encore. Okay. Et donc, quand je partais voir mon gars, mon semblant ami. De voir ton non, ami. Non, à l'époque, je partais encore voir mon ami. Et il y avait plein de femmes dans la cour là. Mais c'est bizarre, c'était un peu comme prémonitoire, parce qu'à l'époque, j'étais étudiant, je vivais avec mon frère, bon, il n'était pas encore marié, il n'était pas marié à l'époque. Donc, on était une cour de garçons. Donc, quand j'arrivais de la fac et que je partais voir un peu mon ami, c'est ma femme actuelle qui me donnait à manger. Elle dit, non, tu as mangé? J'ai dit, non, je n'ai pas encore mangé. Et puis elle me dit, bon, écoute, je vais te servir, tu vas manger. Et donc, sa maman me disait, par exemple, que non, le monsieur là, c'est ton mari. Hein.
Et ça, je parle de quoi? 2000, non, pardon, 95, 96 par là. Oui. Et donc, sa maman disait comme ça, non, le monsieur là, tu vas le marier, c'était un mari. Ah bon? Voilà, voilà, comme c'était de façon prémonitoire. Ouais. Et puis, mon épouse est venue au Canada, parce que ses parents sont au Canada. Mon épouse est venue au Canada en 97. Ok. Donc, il y a eu un petit moment de flottement. Moi, je suis arrivé ici en 2001. Ok. Et puis, bon, on a dit, mais attends, quand même là. Et puis, bon, c'est comme ça. Ça Voilà. fait longtemps Voilà, ça fait qu'on a longtemps. dit qu'on devait Voilà, marier femme. et puis Tu bon. fais quoi au Canada? Là, Bien tu peux voir. ici. Exactement. Donc, voilà un peu comment est-ce que j'ai rencontré mon épouse, quoi. Voilà. Oui. Voilà. On a quelqu'un qui dit ici, président, tu as mon soutien, good job. Luffy a besoin de continuer dans cette lancée. Yeah. Voilà. Beaucoup de gens te félicitent Merci. pour ça, je pense. Voilà. Et donc là, nous approchons la fin. Je vais donc te demander quel regard portez-vous sur la Côte d'Ivoire, le pays. Bon, moi je pense que j'étais en Côte d'Ivoire seulement il y a 2 ans. Hein. Voilà, toi, après tu es reparti pour d'autres. Voilà. Mais je pense que c'est un pays qui est super, super dynamique en ce moment. Si les Ivoiriens sortent un peu, je veux dire, de quelques considérations qu'on ne va pas évoquer ici, c'est un pays qui est, je veux dire, qui est en plein essor. Et ça, il faut avoir le courage de lui dire quand les choses marchent. Je vais vous donner un exemple simple. Nous avons signé un partenariat ici avec une école qu'on appelle MTS, qui est une école d'informatique. Et le fondateur de l'école, en décembre, il était à Abidjan, il veut ouvrir une école d'informatique à Abidjan. Et c'était la première fois qu'il mettait les pieds en Côte d'Ivoire. Donc, bon, je lui ai donné quelques numéros qu'il pouvait appeler. Et lorsqu'il est venu aux États-Unis, il m'a dit, mais attends, mon ami, je suis choqué. Abidjan, c'est... Je comprends pourquoi vous les Ivoiriens vous comportez comme cela. Parce que il voit qu'il y a des opportunités de business. Lui, l'a mis en question les Afriques centrales. Pour dire que il y a des choses à faire en Côte d'Ivoire. Il y a des choses à faire en Côte d'Ivoire, c'est de trouver le bon créneau, c'est de trouver peut-être le bon financement aussi. Et puis, bon, c'est se battre, comme dans tous les pays. Ouais, voilà, ouais. Voilà, parce que l'erreur que nous faisons très souvent, on se dit que parce qu'on vient des États-Unis, parce qu'on a étudié aux États-Unis, si on arrive à Abidjan, on va nous ouvrir les portes, puis on va travailler. On va nous accueillir avec, je veux dire, une rose à la bouche. Non, c'est pas comme cela. Ça marchait peut-être il y a 30 ans. Est-ce que l'Ivoirien prend le risque? Est-ce que l'Ivoirien aime prendre le risque? Je pense que non. Je pense que non, parce que votre ami est rentré, il est revenu, il a vu qu'il y avait de la potentialité. Oui. Et nous, les Ivoiriens, peut-être qu'on ne voit pas ça. Je pense que d'abord, l'Ivoirien en général, on avait pensé que, jusqu'à peut-être une époque récente, que l'argent se trouvait au bureau. En effet. Voilà. Donc on partait à l'école pour être juge, on part à l'école pour être médecin, on part à l'école pour autre chose. Je veux dire, voilà, enseignant. Voici un peu, je veux dire, ce qu'on nous a montré, contrairement à d'autres pays comme le Mali, la Guinée, le Sénégal, où l'entrepreneuriat, voilà, les gens, voilà. Donc, pendant longtemps, il y a une bonne partie de notre économie qui nous a échappé et qui était aux mains de nos frères je veux dire, de la sous-région. Aujourd'hui, les Ivoiriens vendent leur bas. Ah oui, Combien d'années après où, je veux dire, nos frères du Niger ont amassé des milliards dans ce domaine, avant que nous sachions que non, écoutez, on peut venir déposer sa veste, griller du poisson et puis le faire. Ben, il y a une nouvelle génération qui le comprend, voilà. Et maintenant qui est obligée de lutter sur le terrain avec ceux qui étaient là depuis. Ouais. Donc c'est ça le challenge. À la fin de la journée, M. Basile, pensez-vous rentrer un jour à Abidjan? Oh oui, non, ça nous fait l'ombre d'aucun doute. Et votre épouse? Non, je veux dire que ça se prépare, mais tout le monde, voilà, ça nous fait l'ombre d'aucun doute. Je veux que Dieu m'aide à ne pas retire dans ce pays. Ça vraiment, ça sera la catastrophe. Je veux que au soir de la retraite, du travail, quand j'aurai fini, que je prenne ma retraite, que je parte m'asseoir chez moi à Boisseau, comment on appelle cela, si j'ai pu, dans ma petite cabane,
griller un peu, comme on appelle, aller pêcher dans la bière, attraper mes poissons, frais, venir manger avec moi. Voilà, mon atoupou. Voilà. Et puis, comme un bon ami, si j'ai un peu mon jean qui vient du Ghana, je porte mes agodje. Et puis voilà. Je porte mes agodje, j'ai mes 70 ans. Voilà. Quand je prends mon téléphone, mes enfants, ça va aux États-Unis? Oui, ça va. Ok, d'accord. Daddy vient vous voir dans 2 semaines. Et puis voilà. Alors, vraiment, c'est de ça que je rêve. Donc, je conclus que le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens ne veut pas finir ses vieux jours ici. Et il dit à l'âge de 70 ans que Dieu lui donne cette longue vie. Que Dieu nous donne. Mais j'aimerais qu'ils n'attendent pas 70 ans pour rentrer dans son pays parce que la jeunesse aussi a besoin de nos expériences. Bon, enfin, on peut faire. Oui, on peut. Non, non, le va-et-vient. Il y en a beaucoup qui font le va-et-vient. On peut faire le va-et-vient. Mais je veux dire que si j'arrête de travailler complètement, parce qu'ici, là, c'est 64 ans. Oui, 64. Voilà, pour nous qui sommes dans l'ancien, bon, là, c'est 64 ans. Oui. Bon, 64 ans, il reste le temps de. Voilà, mais vraiment, je ne veux pas, après 64 ans, mais je veux dire, avoir encore à chose, comment on appelle ça, à lutter avec le travail. Parce que c'est ça, le truc avec, je veux dire, les États-Unis, on a tellement de charges. Vous avez un mortgage, vous avez toutes les dépenses, de sorte que même quand vous allez à la retraite, à 64 ans, vous devez continuer à travailler parce que, bon, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Ouais. Voilà, donc, et ça, vraiment, je ne veux pas vivre ça. C'est ça, sincèrement. Il y a un moment, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour, voilà, il y a un temps pour enjoyer la vie, et puis, voilà, on ne va pas travailler, souffrir toute notre vie. Donc, vraiment, mais ça aussi, c'est des choses qui se préparent. Je pense que c'est des choses auxquelles on pense parce qu'on ne va pas rester éternellement jeune. Ouais. Et donc, pour ne pas faire ça, qu'est-ce que tu fais? Voilà, parce que si tu ne veux pas vivre, tu ne veux pas travailler à 70 ans, c'est maintenant qu'on doit pouvoir vraiment trouver des créneaux, des solutions pour ne pas que cela arrive. Mais bon, si on ne prend pas des dispositions, malheureusement, ça arrive. Est-ce que M. Jean-Basile fait rire dans sa communauté? Tout n'est pas seulement sérieux. Est-ce que vous avez des blagues qui font rire? Oh purée! Oh non, pardonnez. Voilà. Non, il ne fait pas rire aux gens. Non. Moi, c'est toujours sérieux. Non. Pour ceux qui me connaissent, je suis un gars très comique. Très, voilà. Par exemple que... Une blague à raconter avant qu'on ne ferme? Ok. Par exemple, chez nous, on dit « Croc, bon aussi, ou en beau, ça veut dire, c'est un truc à la chantier gagnant qui dit que tape le tam-tam pour que ton père meure. Si tu ne tapes pas, ta maman va mourir. Et ça, quand on jouait aux dames, ta mort va mourir. Ta maman va mourir. Quand on jouait aux dames, et que je sais qu'à tous les coups, je vais damer, parce que quel que soit je veux dire, le barrage que tu mets, moi je sais que je vais damer. Donc quand j'arrive à ce truc-là, et puis il dit, quoi, connais. Moi aussi, ou en beau, il dit, mon ami, il y a finira chez toi aujourd'hui. En tout cas, cloc. Bon, mais aussi, ou en beau, donc c'est toi là, à forcer, donc bon, c'est des choses comme ça. Et puis bon, je veux dire que moi j'ai fait une bonne partie de mon enfance à Gagnoa, donc... Tu parles le BT aussi. Voilà, un tout petit peu. Et il y avait, quand je grandissais, il y avait ce truc-là que un de mes amis d'enfance disait tout le temps et qui fait rire souvent quand je l'ai dit en BT. Il disait par exemple que moi, voilà comme mon donc, en tout cas, mon frère, tu as tout dit. Je crois que j'ai compris, mais bon. il disait traduction quoi, pour ceux qui traduction pour ceux qui en tout cas, il faut traduire pour nous, parce que mon frère, nous-mêmes, on comprend aussi. Il dit que moi, voilà comment c'est moi, on appelle comme mon nom. Nyok Bondi pour Yiri, celui qui n'a pas froid aux yeux. Je mange ton riz couché. Alina Gusaka no bame. Je mange ton riz couché, je te frappe. Alors, c'est ça l'Ivoirien, vous voyez, c'est ça l'Ivoirien. Il est né. Je suis à Boisseau, ma mère est bassamoise, et puis j'ai grandi à Gagnoa. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Sur ce, chers internautes, nous allons vous dire au revoir. On espère que vous avez aimé aujourd'hui. Si quelqu'un veut venir s'asseoir, parler aussi de quelque chose, soit de la beauté, de ses produits, de tout ce que vous voulez, just rentrez dans mon inbox basé et on vous appelle.
J'espère que vous avez aimé aujourd'hui l'interview avec notre président sortant, M. Jean Basile, qui est encore candidat à sa succession bientôt. Restez connectés. Nous allons vous donner les informations sur les prochaines élections à venir. Et voilà, sur ce, on vous aime bien. C'était Pêle-mêle. Ciao. Ciao.